Bonjour à tous, je suis heureux de vous retrouver pour ce nouveau journal. Nous sommes le vendredi 29 mai 2020. Comme chaque vendredi, nous débutons avec le point sur l'activité Covid-19 du centre hospitalier de Cholet et de la médecine de ville. Actuellement, 0 patient hospitalisé à Covid-19 en réanimation. En revanche, 12 patients sont en hospitalisation conventionnelle. Cette semaine, du lundi au vendredi, 156 passages au Covid-49 de Cholet ont été enregistrés contre 156 la semaine dernière. C'est le même chiffre. Depuis le début de l'épidémie datée de début mars, 2076 patients ont été vus dans la filière Covid-19, dont 925 hospitalisés et 1051 retours à domicile. 24 patients, par ailleurs, Covid-19, sont décédés au centre hospitalier de Cholet. Enfin, concernant la situation des patients de la région parisienne, sur les 7 personnes transférées, une seule reste hospitalisée aujourd'hui en soins de suite et réadaptation. 5 patients ont pu retourner dans leur région et un patient est décédé. Si certains ont en tête le 2 juin comme le jour où la vie reprendra son cours, presque normalement, d'autres lorgnent sur une autre date, celle du 28 juin, le jour où la vie politique va reprendre elle aussi avec le second tour des élections municipales. Et durant cet entre-deux tours, qui est sans conteste l'un des plus longs de l'histoire, des alliances ont pu se former. À Cholet, c'est le cas avec les listes Cholet Autrement et Demain Cholet. Depuis cet après-midi, elles ne forment plus qu'une seule et unique entité, la liste Cholet Autrement, avec à sa tête Anne Hardy. Je vous propose de l'écouter. On entendra aussi Cyril Jonot. Nous avions toujours indiqué pendant la campagne que nous souhaitions nous rassembler en vue du second tour. Et les Choletais aussi nous ont fait part de ce regret d'être confrontés à autant de listes sur le territoire de la ville. Nous avions déjà pris contact, nous avons l'habitude de travailler ensemble puisque depuis un an, nous avons pris l'habitude de nous rencontrer, d'échanger sur des sujets, de construire aussi des propositions ensemble. Et nous n'avons pas pu construire une liste commune pour les élections de mars, mais cela faisait partie de nos projets. À partir du moment où la crise sanitaire a permis de reprendre contact, de se retrouver, eh bien, la décision de fusion a été actée. Fusion de valeurs, c'est ça, de valeurs qui étaient complémentaires, on va dire. Tout à fait. Il ne s'agit pas d'une fusion de façade, mais véritablement d'un rassemblement. Donc juridiquement, il doit y avoir une liste accueillante, c'est Cholet Autrement, mais les colistiers de Demain Cholet intègrent un processus qui est commun. Nous avons déjà comparé nos projets, nous n'avons pas identifié de différences, mais par contre des complémentarités, et ce rassemblement va permettre de développer, d'approfondir un certain nombre de propositions qui étaient portées par Cholet Autrement et plus développées par Demain Cholet. Sur cette nouvelle liste Cholet Autrement, qui est-ce qu'on va retrouver comme nom? J'imagine on va retrouver des noms des deux anciennes listes. Tout à fait, des noms des deux anciennes listes de Cholet Autrement, de Demain Cholet. Donc il n'y a que 45 places sur la liste. Donc seuls participent à l'aventure des personnes qui ont souhaité rester dans la dynamique électorale, mais aussi d'autres noms, puisque des colistiers de Cholet pour tous ont décidé de rejoindre notre projet. Est-ce qu'il y avait des affinités avec d'autres listes? Parce que Bien sûr, il faut avoir conscience que les personnes qui sont sur les différentes listes sont des personnes qui habitent Cholet, qui sont engagées dans des associations, dans des collectifs ou dans des actions de proximité. Donc il y a cette proximité liée au territoire, il y a aussi des affinités en termes d'idées. Nous avons d'ailleurs retrouvé des colistiers qui nous disaient moi j'ai hésité entre deux groupes et puis je suis allée ici ou là. Donc bien sûr. Et elles existent toujours, ces affinités. Voilà. Après, les fusions étaient possibles ou l'accueil de colistiers n'a pas toujours été possible comme on aurait pu le souhaiter. C'est vrai qu'on aurait préféré rassembler les 4 listes. Donc ce n'est pas le cas aujourd'hui puisque seules 3 listes sont représentées. Mais je comprends aussi et je respecte parfaitement le choix de la liste qui ne nous rejoint pas. Elles ont d'autres projets. C'est tout à fait entendable et respectable. En fait, tout au long du premier tour, même si nous étions sur des listes différentes, Anne Hardy l'a précisé tout à l'heure, nous avions déjà travaillé ensemble sur certains aspects pendant le premier tour, mais nous avons toujours été très respectueux les uns des autres avec les autres listes. Et donc, en fait, ça a été plutôt naturel de pouvoir se retrouver à l'issue du premier tour pour pouvoir travailler ensemble. Alors, c'est vrai que
On avait évoqué le fait de ne pas faire quelque chose en 48 heures sur un coin de table. Bon, ben là, on a eu 2 mois et demi pour travailler régulièrement, même si c'était à distance en grande partie. Eh bien, vraiment, on a pris notre temps et on a pu, avec de l'écoute, du dialogue, réussir à conclure un accord vraiment gagnant. Et pour nous présenter aujourd'hui devant vous, avec un assemblage de listes, je dirais, de Cholet autrement, de Demain Cholet, mais ça aussi c'est important, la présence de 2 personnes de la liste également de Cholet pour tous. C'est un véritable rassemblement. Très bien. Est-ce qu'il y a des dossiers particuliers qu'il fallait impérativement garder de votre côté et qui se retrouvent maintenant finalement dans ce global, dans ce nouvel ensemble ? Oui, tout à fait. Alors c'est vrai, on a eu beaucoup de facilité à se retrouver parce que nos intérêts sont convergents. Mais il y avait quelques points sur lesquels on avait voulu garder des choses qui étaient dans notre programme. Je pense au boulodrome, notamment. La chambre économique autour de l'artisanat et des commerces que l'on souhaite créer. Je pense à des choses comme ça. Mais sinon, on se retrouve sur les grands thèmes que sont évidemment les enjeux environnementaux, la redynamisation du centre-ville, la redynamisation des quartiers, l'attractivité en renouant le dialogue avec les partenaires et puis également évidemment la démocratie apaisée. Passons à présent à la campagne d'impôt sur les revenus qui a démarré le 20 avril dernier dans un contexte bouleversé et qui arrive prochainement à son terme. On rappelle justement que les dates limites de dépôt sont fixées pour notre département au 8 juin pour la déclaration par Internet et au 12 juin pour la déclaration papier. Cette campagne est très particulière cette année puisque la sécurité sanitaire a rendu impossible l'accueil physique massif dans les halls d'accueil qui auraient été des foyers possibles de contamination. Les agents des finances publiques ont donc été mobilisés pour répondre aux sollicitations des usagers par courriel et par téléphone. Dans les services locaux du département, près de 20 000 appels et 10 000 courriels ont ainsi été traités du 20 avril au 20 mai. Le numéro d'appel peut être soit le numéro national du centre de contact 0809 401 401, je répète, le 0809 401 401, soit le numéro des services des impôts des particuliers du ressort dont vous dépendez. Nous bouclons aujourd'hui notre petit tour d'horizon des différentes installations des conseils municipaux. Jeudi, effectivement, rimait avec la dernière soirée officielle de ces réunions. Nous étions de notre côté à Lys-au-Léon. Sans grande surprise, c'est Médéric Thomas, l'ancien maire délégué de Tigné, qui est devenu le nouveau maire de la commune nouvelle. Il succède à ce poste à Philippe Alguette. Dans les interviews qui vont suivre, nous allons écouter le nouveau représentant et l'ancien. C'était presque acté, oui. Mais on ne sait jamais. On avait eu une rumeur comme quoi j'allais pas me présenter, donc on ne sait jamais ce qui peut arriver. Ça s'est passé relativement bien, dans la courtoisie, dans le respect de chacun. Je suis agréablement heureux de pouvoir participer à la vie de Lys-au-Léon dans les 6 ans qui viennent. Quels étaient les maîtres mots pendant justement cette installation de conseil municipal ? Excitation, émotion ? Émotion, puisque on prend la mesure d'être maire de Lys-au-Léon, c'est pas rien. J'étais maire délégué depuis que 2-3 ans sur Tigné. Là, c'est pas une marche, c'est un escalier complet que je gravis. L'expérience, j'en ai un peu, donc on est très ému et très fier à la fois. Et de remplacer M. Alguette, qui est un personnage sur le secteur du Viersois, ça met un peu de pression. Vous venez de le souligner, vous succédez à Philippe Alguette, vous serez quoi, dans une dynamique de continuité ou de rupture ? Alors pas du tout dans la rupture, puisque c'est quelqu'un que j'apprécie fortement. Il a fait un travail fabuleux sur Lys-au-Léon depuis 1995, depuis son élection. On va s'attacher à la continuité du territoire, à développer, comme il l'avait annoncé lors de son petit dernier mot de fin de mandat, de continuer à développer Lys-au-Léon et de lui donner une place importante au niveau de l'ADC. Vous avez souhaité maintenir les maires délégués au sein de Lys-au-Léon ? Alors oui, c'était une des priorités, c'était de maintenir tous les maires délégués dans les communes déléguées, puisque j'ai trouvé qu'il était important que chaque habitant de Lys-au-Léon ait son référent, et l'aspect maire délégué est une chose importante. Donc le maire délégué aura toujours le pouvoir de police, aura toujours un peu la gestion de sa commune, et pouvoir aller au plus près et avoir un rôle de proximité auprès de la population. Quels seront les grands enjeux sur ce mandat ? Je pense notamment au chantier de la piscine, bien évidemment, à l'ADC. Pour vous, à vos yeux, quels seront les grands enjeux de ces prochaines années ?
Alors les grands enjeux, comme vous le dites, c'est la piscine, on a la bibliothèque et l'école de musique. On va avoir après le corona la remise en route de tout l'Isle-aux-Lyon, comme dans toutes les communes d'ailleurs, où il faudra tout reprendre, les activités. On va avoir une problématique sur les écoles, notamment sur la commune déléguée de Nueil. On a un gros travail à faire là-dessus. On a un gros travail aussi, on est en réflexion un peu sur l'environnement, sur les transitions écologiques, là, comme on a été un peu soutenu là-dessus. Donc on va aussi travailler et ramener un peu de l'activité économique au sein de l'Isle-aux-Lyon, puisqu'on a une petite zone qui se vide partiellement. Donc on souhaite ramener un peu d'activité économique. C'est quand même un moment important puisque c'est la fin d'une période de 25 ans quand même, puisque mon premier mandat le début du premier mandat de 1995, donc 25 ans de responsabilité à la mairie de Viers d'abord et puis de l'Isle-aux-Lyon après, qui se termine ce soir. Donc c'est une certaine émotion quand même. Pas une once de regret? D'arrêter, non, du tout. Je l'avais clairement affiché en 2014 au début de ce dernier 4e mandat. Donc j'ai l'habitude de faire ce que j'annonce. Donc non, je m'y tiens. Bon, je fais encore partie de l'équipe municipale, mais en tant que simple conseiller municipal. Et je serai là en aide à mon successeur. Un petit mot de votre regard avisé, j'allais dire, sur la crise sanitaire que nous vivons. Là, c'est dans des conditions particulières que va s'effectuer cette installation municipale. Ah oui, alors on est quand même dans une situation tout à fait exceptionnelle, inédite, avec une fin de mandat qui normalement aurait dû se faire dans la foulée des élections de mars 2015. Et donc on a vécu l'équipe en place donc une période relativement difficile. Bon, ça s'est pas trop mal passé dans notre secteur. Et là, ce soir, on a un conseil municipal tout à fait historique et inédit que j'espère on ne retrouvera pas dans les années à venir. Pour vous, le surplus que vous avez effectué ces 2 mois de transition, de RAB, comment ça s'est passé pour vous? On a fait le travail. Bon, là l'expérience a permis quand même de s'en sortir un petit peu mieux. Et grâce vraiment à toute l'équipe administrative de la mairie qu'on peut remercier, où tout le monde s'est vraiment relevé les manches. Non, ça a été très intense, parfois un peu difficile à organiser, mais avec un résultat qui était quand même très, très, très agréable, avec une participation de la population qui a été aussi très, très à la hauteur. Finir sur cette note-là, c'est clair que vous ne l'oublierez pas. Ah non, ça va rester ancré pour une fin de mandat. J'avoue que là, c'est un véritable feu d'artifice. Hormis la commune de l'Isle-aux-Lyon que vous venez de voir, d'autres installations se sont tenues hier soir. Je vous les cite par ordre alphabétique. Begrand-Limoges, où Pierre-Marie Caillot reste le maire de la commune. Voici les images de l'installation du conseil. Et puis, elles arrivent, les photos, les voici. Chanteloup-les-Bois où Olivier Rio, avec le masque bleu, blanc, rouge comme vous l'avez vu, succède à Jackie Gélineau. On rappelle que 2 listes s'étaient présentées pour cette commune. Voilà pour ces photographies. Restaurateurs, propriétaires de bars, tous sont dans les starting blocks pour la fameuse journée de réouverture de leurs établissements. D'ailleurs, nous ne manquerons pas de vous faire suivre cette journée un peu spéciale dans notre journal. Toutefois, tout le monde n'a pas forcément mis une grosse croix rouge sur la journée du 2, à l'image de l'autre usine qui devrait réouvrir ses portes 2 jours plus tard, le jeudi 4 juin. Cela vaut à la fois pour les activités sportives et le restaurant. Un bémol toutefois sur le foot qui ne reprendra pas tout de suite. Cela va sans dire. Les mesures de sécurité sanitaire seront respectées, notamment les fameuses distances de sécurité entre les participants. Un masque et un paquet de chocolat pour chaque enfant de l'ITEP La Tremblay. Tel était l'objet de l'opération qui se déroulait ce vendredi après-midi dans l'Institut thérapeutique, éducatif et pédagogique Choletais via une initiative de l'association Solutions Covid-19. Nous avons déjà rencontré le pilote de cette dernière. Il s'agit de Damien Prévost. Il avait lancé ce projet au début de la crise sanitaire pour apporter une solution de fabrication de surblouses pour l'hôpital. On retrouve ce dernier, mais cette fois-ci pour une autre initiative solidaire. Un masque, un chocolat, on l'écoute. Il était au micro d'Élise Denis.
Solution Covid-19 fabrique les masques en tissu lavable et réutilisable, normé AFNOR bien évidemment. Et nous avons sollicité différents supermarchés comme Intermarché de la Marne, Super U Arcade Rouget et Carrefour Express rue Saint-Pierre pour nous fournir leur surplus de chocolat de Pâques plutôt que de les jeter, de faire une dotation. Et nous avons créé des kits, un masque, un chocolat à destination des populations les plus défavorisées, entre autres les enfants. Cela nous tient à cœur. On va faire un petit bond dans le temps, on va revenir quelques mois dans le passé. On s'est déjà rencontrés, notamment par rapport à la fabrication de surblouses pour l'hôpital. C'est à ce moment-là que vous avez créé l'association Solution Covid. C'est ça, c'est-à-dire que nous sommes allés par étapes. L'association est dans les tuyaux depuis le mois de mai. Elle est en cours de dépôt actuellement. Et effectivement, nous diversifions petit à petit nos activités avec toujours comme cœur d'activité les surblouses à destination du centre hospitalier et le reste des matériels de protection individuelle à destination des EHPAD, professionnels, maisons de retraite et ainsi de suite. Aujourd'hui, un masque, un chocolat, c'est quoi la signification de cette opération pour les enfants ? Eh bien, c'est de leur donner le signal que nous prenons conscience que les enfants d'aujourd'hui sont les adultes de demain. Ils ont droit, comme tout le monde, à avoir leur solution de protection. Et je me refuse à penser qu'il y ait des personnes qui puissent être oubliées dans le cadre de cette crise, d'où l'idée de cette opération, un masque, un chocolat. Cette association repose sur le bénévolat, le fait de venir fabriquer soit des surblouses, soit des masques. Aujourd'hui, il y a eu le déconfinement, les gens repartent pour la plupart au boulot. Comment ça se passe ? Il y a moins d'effectifs au sein de l'association ? Il y a un petit peu moins d'effectifs, mais il y a surtout un besoin d'urgence qui a diminué au niveau des équipements de protection. Donc ça nous permet de trouver un nouveau rythme de croisière. Nous avons des nouveaux bénévoles, nous avons aussi des personnes qui effectivement ont repris le travail, mais qui continuent de rester connectées au projet, qui continuent de nous accorder du temps toutes les semaines. Et nous avons des nouvelles équipes qui démarrent dans les prochaines semaines. On a été agréablement surpris par cette belle initiative et cet élan de générosité, puisque c'est vrai que pendant 2 mois de confinement, on a été tous mis à l'épreuve face à cet imprévu. Et c'est vrai que de pouvoir se sentir soutenu aussi pour pouvoir distribuer des masques à des enfants, en plus de ce qu'on avait mis en place par rapport à nos protocoles, et de pouvoir leur distribuer des chocolats, on peut le lire sur le visage des enfants, ils sont ravis et ils ne se sentent pas oubliés du tout. Est-ce qu'on peut rappeler la mission de cet établissement ? À qui se destine-t-il ? Ce qu'on y fait à l'intérieur ? Donc l'ITEP La Tremblay accueille des enfants entre 6 et 14 ans qui ont des troubles du comportement. Donc on les accueille ici sur le site en accueil de jour, mais beaucoup d'enfants sont accompagnés sur leur lieu de scolarisation, puisqu'on est de plus en plus dans des situations où l'on fait de l'accueil en inclusif. Là on est vendredi, c'est quoi les activités du jour ? Alors, les enfants, donc ITEP, c'est Institut Thérapeutique Éducatif et Pédagogique. Donc les enfants ont de l'enseignement avec des enseignants. Ils ont également des suivis thérapeutiques, soit en psychomotricité ou en suivi avec des psychologues. Et également après des ateliers éducatifs avec des éducateurs spécialisés. Comment ça s'est passé pendant le confinement ? L'établissement a été fermé, les enfants étaient renvoyés chez eux ? Alors, on a travaillé à distance. Les professionnels travaillaient de chez eux via le téléphone, via certaines solutions avec Internet sur WhatsApp ou leur boîte mail pour maintenir le lien. Et on peut remercier les familles qui ont été vraiment partie prenante de ce confinement, puisque les enfants ne pouvaient pas être accueillis dans les murs, mais on continuait l'accompagnement à distance. Et je remercie vraiment les enfants et les familles d'avoir vraiment su tenir pendant cette période de confinement. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci encore une fois pour votre fidélité. Je vous souhaite un excellent week-end sur TLC.